Maurice Kamto a donc fui d'abord le tombeau du Cameroun. Pas par lâcheté, mais parce qu'il ne veut pas mettre l'huile dans le feu. Parce qu'il sait que lorsque le gouvernement commence à agiter le flambeau du tribalisme, lorsque le gouvernement commence à allumer les feux de la haine, eh bien, c'est pour finalement dire que c'est l'opposition, que c'est certainement le terroriste Maurice Kamto. S'il arrive à Paris, ce n'est pas parce qu'il a simplement fui, mais c'est par rapport à son calendrier politique où il devait au moins montrer à d'autres Camerounais qui sont importants. Aussi vrai, beaucoup de Camerounais, j'ai soutenu cela, que je m'opposais au régime Biya, qui refusait la double nationalité, qui excluait d'autres Camerounais, et qui d'ailleurs est allé beaucoup plus loin, jusqu'à créer une loi en 1996, où maintenant on n'a plus la possibilité, selon la Constitution, qui disait que chacun est libre de s'installer où il veut, quand il veut, et qu'il ne sera pas inquiété selon ses origines. Le régime Biya est donc venu créer ce qu'on appelle le concept des allogènes et des autochtones. Ce concept, aujourd'hui, qui est en train d'enflammer le Cameroun. Mais néanmoins, au moment où cela se passe, Maurice Kamto a dévié le sujet à Paris, où justement, il est venu plutôt parler de cette diaspora qui devra apporter, qui est utile. Il a donné des exemples, que ce soit avec la diaspora chinoise ou encore juive. Tout le monde sait que c'est la diaspora, au moins qui apporte toujours une certaine expertise et regarde ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, justement, on constate que ces diasporas sont beaucoup respectées. Mais pour l'instant, la diaspora camerounaise, non seulement est écartée, mais est même considérée comme des ennemis à abattre. Sans se limiter tout simplement au concept creux d'allogène d'autochtones ou encore des limites, Maurice Kamto est venu avec un renouveau, un nouveau souffle du panafricanisme. Justement pour montrer que pendant que le Cameroun, chacun est en train de se claquemurer dans son village, que le monde est devenu un grand village et que l'Afrique doit s'unir puisque les frontières ne sont que les cicatrices de l'histoire venues des blessures coloniales et surtout de ce qui s'était passé à Versailles. C'est donc à Paris que Maurice Kamto est venu faire justement la promotion de ce qu'on peut appeler le panafricanisme. Oui, on s'est retrouvé là dans les années 1969, où encore les Africains étaient unis, où les Africains parlaient d'une même voix. Et d'ailleurs, on parlait du congrès panafricain. Ah oui, on s'est retrouvé, on a vu un discours rassembleur, fédérateur, comme celui de Kwame Nkrumah, qui bien évidemment appelait aussi à l'Union africaine. Sauf que bien évidemment, Maurice Kamto allait au-delà en parlant plutôt du côté aussi économique, puisque sans l'économie, lorsqu'on n'a rien dans les poches, lorsqu'on n'a rien dans le carburant, son véhicule ne peut pas démarrer. Ça a donc été une véritable mobilisation, pas seulement de la diaspora camerounaise, qui s'est sentie utile, alors qu'elle a été souvent rejetée, seulement connue quand il faut demander le Western Union, puis finalement insultée. Maurice Kamto est venu montrer que chacun d'entre nous pouvait apporter quelque chose pour le pays
Comme je le dis toujours, l'oiseau chante mieux sur son arbre généalogique. Mais cependant, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, des frontières qui se referment, Maurice Kamto, c'est un véritable appel qui va au-delà des frontières pour dire que unissons-nous de la même façon que les Européens, les Occidentaux sont unis. L'Afrique devrait être unie. C'est donc ce son qui devrait justement arriver jusqu'au fin fond du Cameroun pour comprendre que aujourd'hui, on ne peut pas être dans une même nation et dire aux gens, rentrez chez vous. Rentrez chez vous parce que tel est Bamileke, tel est Bamoun, tel est Aoussa, tel est Douala, tel est Nkwa. Donc, Betty. Nous devons avoir honte par rapport aux événements qui arrivent, qui se produisent dans notre pays. Nous devons avoir honte quand on voit ce qui se produit à Saint-Mélima. Quand les Ivoiriens voient ça, ils se disent, où va le Cameroun? Ce Cameroun qui était havre de paix, que tout le monde enviait, qui se moquait des autres pays, qui se livraient à des guerres fratricides. Et ce Cameroun aujourd'hui, qui brûle par la haine, par des propos xénophobes, qui vit presque dans un apartheid sans nom, mais qui se manifeste déjà devant le monde entier. Ce qui s'est passé à Saint-Mélima montre effectivement que c'était non seulement quelque chose qui est planifié, mais surtout la gravité de la situation d'un pays qui est en train de se fissurer et qui risque de plonger dans une guerre civile, une guerre qui va nous détruire, une guerre où on n'aime pas les frères qui réussissent. N'ayons pas peur. Ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Paul-Biya montre justement qu'il n'est que la continuité du système colonial qui avait instauré la haine de l'homme Bamileke. Les Bamileke ne sont pas saints, mais ils ne sont non plus des démons. Les Bamileke ont été persécutés. Même si on attaque des Bamoun, par la suite, vous voyez qu'il y a une haine qui ne dit pas son mot et qui est là. Il faut percer l'abcès. Nous devons le faire. Ce n'est pas parce que je suis Kambeti, comme ils veulent me dire. Moi, je suis Wondo peut-être. Je me reconnais peut-être comme Kambeti. Mais je me reconnais d'abord comme Camerounais, comme Africain, comme humain. Les images de Saint-Mélima dans mon pays. Parce que quelqu'un, un marabout lui aurait dit que tes blessures que tu as là, c'est elle qui a fait ça. On est parti attaquer la communauté Bamou. Et par la suite, je vois dans les réseaux sociaux, ça glisse tout simplement vers l'ennemi commun, l'homme Bamileke, l'étranger, l'envahisseur,
celui qui profite, celui qui met le Cameroun à feu et à sang. Et pourtant, ce que ces gens-là font, je le disais, c'est le colon qui nous a mis ça dans la tête. Et c'est Paul Biya qui perpétue cet héritage. Parce que le colonel Jean Lambenton, après que 800 000 à 1 million de Bamileke aient été assassinés, juste parce qu'ils voulaient la liberté, parce qu'ils demandaient l'autonomie de leur pays, avait dit, le Cameroun se dirige vers l'indépendance avec une épine au pied. L'homme Bamileke. Amadou Ahidjo avait entendu cela de telle sorte que dans les années 70, 76 justement, Monseigneur Ndogmo, qu'on trouvait trop rebelle et à qui on avait établi une parenté incroyable avec des nationalistes, les Ernest Ouandié, fut arrêté, condamné à mort. Il fallait que ce soit le Vatican qui vienne intervenir pour finalement transformer sa peine de prison en perpétuité. Il avait passé, je crois, entre 6 ans et 9 ans en prison avant d'être libéré, interdit du Cameroun. Et il est mort en 92 au Canada comme un simple étranger. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Puisque justement, en 91, lorsqu'il y a eu le multipartisme, on nous a encore dressé en disant que le SDF était un parti anglo-bamileke. Rappelez-vous, parce que ce sont les livres d'histoire, ce sont les livres de notre histoire qu'on nous cache, que nous devons savoir. Le 25 avril 1993, un jeune homme étudiant à l'université, à la cité, je crois, Belvédère, il s'appelait Djongwe Kamga. Colin. Parce que certains étudiants revendiquaient. Et ils s'étaient regroupés à travers ce qu'on avait fait, ce qu'ils avaient baptisé le Parlement. Ceux-là qui disaient, comme les Amadou Ali, il y a encore Grégoire Ouona, Joseph Ouona, comme Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que Maurice Kamto a dit, je ne parle pas politique ici à Paris. Cela avait fomenté un génocide qui voulait déjà, puisque je vous dis déjà, ce que les colons ont fait, c'était un véritable génocide. Mais ce qui s'était passé à l'université de Yaoundé, c'était aussi une façon d'exterminer avec les élites proches de Biya. Puisque ce garçon-là, dans sa chambre, avait été enfermé, brûlé. Il criait, il fallait que les voisins viennent l'aider à pouvoir sortir de là. Mais trop tard.
On est venu casser la porte et puis on est rentré avec lui. On est parti avec lui à l'hôpital. Complètement brûlé. Le 28 avril, donc 3 jours après, 1993, il était décédé. Et qui est-ce qu'on a accusé? On a dit ce sont les Bamileke de l'université. Et qui a dit ça? Titus Edouard. Il était ministre de l'enseignement supérieur. C'est ainsi que le même jour, au journal, on avait exclu 18 étudiants Bamileke. Et comme cela ne suffisait pas, vous voyez, quelle coïncidence. Quelqu'un meurt aujourd'hui et vous avez déjà, sans faire des enquêtes, déduit que ce sont les Bamileke qui ont tué leur frère Bamileke. Le 3 juin, c'était la même chose. 17 avaient été exclus. Les Corentin Tala, les Wanto, justement, Robert Wanto. À l'époque, on l'appelait Colin Power. Il y avait un qui portait le nom de le sobriquet de Samba. Il y avait 2 petits. Je leur ai dit, vous avez voulu suivre ces gens-là. Parce que quand vous entendez ces gens-là, je ne dis pas que les Bamileke ne sont pas tribalistes. Hein. Et il y en a. Et d'ailleurs, qui jouent le rôle de ce régime-là. Et je vais d'ailleurs en parler. Beaucoup se cachent même aussi dans le MRC pour détruire le MRC de l'intérieur. D'ailleurs, quand on parle de ces ministres-là, ce n'est pas seulement les ministres Betty. Hein. Vous avez vu l'autre là, qu'on appelle Jean de Dieu Momo. Il a bien qualifié. Il a bien qualifié. Ou bien les Betty, les Bamileke de juifs. Orgueilleux. Et ceci et cela. C'était dans une émission. Et ils sont pleins comme ça. Hein. Donc ce n'est pas seulement, c'est un cercle. Voilà des étudiants qui étaient obligés de prendre le maquis. On devait tous les tuer. Certains sont passés par le Nigeria, d'autres sont passés par le Burkina Faso. Avant de se retrouver à l'étranger. Ils ne sont plus jamais rentrés au pays. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à creuser, à nous opposer les uns aux autres, alors que nous ne gagnons rien. Je ne gagne rien. Si vous êtes de leur tribu et vous gagnez quelque chose, dites-moi. Dites-moi ce que vous gagnez. Mais ce qui est arrivé à Sanmelima, ou encore à Bolova, c'est ce qui était déjà arrivé là-bas. Les gens croient que c'est quelque chose qui était déjà arrivé aussi là-bas en 93, et plus exactement le 13 avril. C'était grave. Tous ces ministres-là du Sud étaient dedans. Et ils avaient organisé le saccage avec le maire de la place. Quand les gens parlent, aujourd'hui, il faut savoir que quelque chose arrive pour 2025. Et je vous dis, si on ne fait pas attention,
notre pays va brûler. Rappelez-vous justement, quand je viens parler des similitudes avec 93, c'est parce qu'il y avait eu l'élection en 92. L'élection de 92, Fundi récolte des voix. Il bat même Paul Biya. C'est André Tchungi qui va truquer l'élection pour déclarer Paul Biya vainqueur. Mais Samuel Enamamba, qui était maire, va organiser une véritable razzia anti-Bamileke où il fallait piller les boutiques des Bamileke, des Awoussa et des Bamoun. Il avait recruté des gens au quartier encore, des jeunes. Il les avait drogués. Tous les ministres que vous voyez là, les femmes dont et consorts, c'est eux qui avaient organisé ça. Avec son accord. Ils avaient cassé les boutiques comme vous avez vu là. Pillé. Ils rentraient avec ça. La guerre civile était presque proche. La seule chance, pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas plongé dans la guerre civile? C'est parce que le préfet de l'époque était un nordiste. Abakar Mahamat. Il va décréter le couvre-feu. Mais je dis, le sud, c'était... Mais les Bamileke, les Awoussa, les Bamoun, c'était la chasse à l'homme. Dans la région de Paul Biya. Il disait que les autorités étaient de l'opposition. Parce qu'il y avait, je crois, le commandant de compagnie s'appelait Damama Bayar. C'était un Bamoun. On avait dit que, oh, ça c'est un ennemi. Ouais, il a voté le SDF. Donc, il n'avait plus d'autorité. Je crois qu'il y avait un Bamileke où il s'appelait Mathieu, voilà, Founiapté, qui était commissaire principal. On avait dit Bamileke. Ça, c'est le SDF. Parce que, non, l'autre, on disait l'UDC. Puisqu'il était Bamoun, on a dit que UDC. Voilà les gens qui n'aiment pas Paul Biya. Voilà. L'autre, Bamileke, l'autre Awoussa, c'est-à-dire que Mahamat lui-même, étant préfet, on disait que c'est les Wadjo. Ils ont dit qu'ils vont nous couper le bail, machin, tout et tout. Ils nous veulent du mal. Ce sont les gens de l'UNDP. Et il y avait un autre là, Assa Eric Ché. Je crois qu'il était commandant du GMI. Oui, commandant du GMI. On avait dit, ça c'est le frère de Frundi. La police, l'agent, personne ne pouvait intervenir. C'est le préfet qui avait pris le courage de décréter le couvre-feu. Dès que ça, il y a eu accalmie, que personne ne pouvait sortir, le gouverneur a rappelé le préfet. Il a dit, quoi le lendemain? Tu fais ça dans le village de Paul Biya? Tu es qui? Hein? Tu n'es que par intérim? Hein? Il a failli taper le préfet qui a évité la guerre civile au Cameroun avec les mains. Ce qui est grave, c'est que des personnalités qui doivent calmer cela n'agissent pas. Où est l'église catholique? Où sont les imams? Pourquoi vous ne parlez pas? Vous voyez ce qui est en train de se préparer au Cameroun? Parce que l'église catholique elle-même est complice de ce génocide, de cette haine
Rappelez-vous que Monseigneur Woukin, en 99, devait venir remplacer Jean Zoua comme archevêque de Yaoundé. On a dit un Bamileka à Yaoundé. 0! Au pont de Yaoundé, on avait mis les nœuds et tout. La police, la gendarmerie était là. On ne regardait pas. On a dit une leçon. Un homme de Dieu comme Monseigneur Victor Tonyen Bakop. Il s'est levé un beau jour comme ça pour dire que, hey, il y a trop de Bamileka à l'université catholique. Hein. Ça, c'est quelle qualité ça? Non, il faut les enlever. Et il est. Père Ludovic Lado, que vous voyez parfois dans les réseaux sociaux là. Je crois qu'il était à cette époque-là vice-doyen. Il s'est opposé pour dire que mais ça, c'est des propos tribalistes, xénophobes. Puisque la sélection, et il y a une sélection qui se fait. Ce n'est pas que on vient, on copte tel. S'il y a le meilleur, mais comment un évêque qui doit apporter la paix, l'amour, Monseigneur Tonyen Bakop a déclaré ça. Et comme Père Lado Ludovic avait eu à intervenir, allez, il a écrit que coupez la tête, déportez-le, chassez-le. Et c'est dans la même église, c'est dans la même université que vous voyez un type comme le professeur Claude Abbé venir s'installer pour dire que chacun doit rentrer chez soi. Vous connaissez ces phrases-là? Ça, c'est les phrases de Joseph Owona qui reviennent. C'est les phrases de Massias Eric Owonangini, le fils de Joseph Owona. Les chantres du tribalisme. C'est lui qui a commencé à appeler les militants du MRC et les Bamileki, les tontinards, les zélotes qui nous ramenaient déjà au terme que Hitler utilisait contre les nazis, contre les juifs. Donc, les nazis appelaient les juifs les zélotes. C'est ce que Onangini est venu faire. Il y a toute une chaîne de télé. Et maintenant, ils font semblant. Galax et Toga seront communiqués que celui qui tient les propos tribalistes, il sera puni en fonction de telle ou telle loi. Mais il a vu la bande de clochards, soi-disant, sur le plateau avec les Essombala. Il n'a pas regardé ces émissions-là. Certains même ont été invités. Comme c'est lui le moiron qu'on avait, qui est là, qu'on avait sorti la belle chanson là. Le gars là, il est maman. Donc, on prend la bande de lait, on part avec eux, comme Satan est lait. On a donc mis le club des laits, mais laissez que club des lits ou quoi, mettez club des laits. Club des laits. Je vous ai toujours dit que cherchez bien vos origines. Hein. Vous dites que vous êtes quoi? Les bêtis. Vous avez déjà eu les bêtis? Non. Non. Allez bien vous mirer. Non. Avec toi, quand tu vois ta tête vient comme le bâton de manioc, là, ça se coupe au milieu là. Oh, soyons sérieux. Regardez-vous. Oh. Si on fait le test ADN là, vous serez surpris. Hein? Vous risquez même d'être surpris que vous n'êtes pas Camerounais. Que c'était les commerçants qui venaient de je ne sais quel pays là, qui venaient souvent vendre des habits comme ça là, ou bien les prunes, ou bien le soya. Que c'est eux vos pères. Hein? Vous êtes là, vous dites que vous êtes des autochtones. Que les autres doivent rentrer chez eux. Vous voulez créer la guerre dans ce pays là. Est-ce que c'est les autres qui me demandent
d'être incapable. Si je suis incapable, je suis incapable. Et au-delà de ça, pourquoi me plaindre si je sais que tel, le gouverneur, il est de ma tribu, l'autre, le président même, il est de mon groupe ethnique, le secrétaire général, le DCC et tout. Pourquoi on se plaint? Pourquoi est-ce que on trouve que les autres sont encombrants alors que, je dis bien, la terre appartient à tous les êtres humains. Nous vendons nos terrains. Quand vous dites aux gens là, rentrez chez eux. Vous avez même regardé parfois le recensement. Même comme il n'y a pas un recensement qui se passe là-bas au Cameroun. Prenez seulement celui de 76. Et je voulais comprendre beaucoup de choses. Il a commencé par comprendre que 94% de boutiques appartenaient aux Bamileke. Hey! Vous irez donc faire comment? Taxi appartiennent à 80% aux Bamileke. Yeah! Les hôtels, 25% appartiennent aux Bamileke. Yeah! Après, comme on sait, on a au moins le cacao là, le café. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les négociants du cacao-café? 75% sont des Bamileke. Yeah, on est mort, on va manger notre cacao. Le petit commerce qui n'est pas, qui est informel, 52% appartient aux Bamileke. Bon, je m'arrête là. Il n'est pas parler de quincaillerie, de machin et tout, comme je vous ai aussi dit que dans le transport et tout ça, c'est cuit. Non. Si rentre chez eux là, si chacun rentre chez lui là, on ne va pas entendre que on est tous morts hein, de famine. Réfléchissons. Je parle de ça parce que je vois le danger venir. Je parle de ça parce qu'on nous a manipulés. L'étranger n'est pas mon problème. Mes frères même sont mes plus gros problèmes. Mes frères de tribu, de la même ethnie. Parce qu'ils ont eu tous les milliards, ils n'ont pas investi. Ils ne font que vous dresser pour que vous fassiez la guerre. Mais, entre-temps, quand il faudrait fuir, vous n'avez pas de passeport. Vous n'avez pas de route. Parce qu'il y aura un embouteillage, comme l'émission de Martinez Zogo. Et puis avant de vous enfuir, vous risquez de mourir de suite d'accidents de circulation. Juste parce que vos dirigeants vous mentent que la route ne tue pas. Ils ont utilisé Black Rogers pour vous le dire. Que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Faux! C'est eux qui nous tuent. La route tue.
là où le développement suit, là où la route passe, le développement suit. Il n'y a pas de route, que ce soit à Saint-Mélima, où vous pataugez, à Bolova, où vous êtes dans la boue. Vous avez vu la route de chez moi quand Moubelinga est parti filmer? Je ne sais même pas si c'est la route de chez moi parce que moi je ne connais même pas cette route-là. Même le Caterpillar ne peut pas passer là-bas. Et on me demande d'aller construire des routes. Je quitte Paris pour aller construire des routes. Voilà comment est-ce qu'ils vous mentent. Demandez les hôpitaux, demandez d'abord les routes pour que vous puissiez évacuer vos marchandises. Ce sont les routes qui vous tuent. Vous partez vous venger sur quelqu'un qui est mort de blessures. Vous connaissez combien de morts et il y a d'accidents de circulation. Et combien de boulous, combien de Wondo, combien de Bamileke, combien de Bakweri, combien de Pygmées, combien d'anglophones, combien de Sawari meurent. Nous tous, nous subissons les affres d'un gouvernement incompétent et méchant qui est incapable au moins de nous offrir la sécurité routière.